Hello! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Salut Chavenez, salut Rogue One. On va attendre que les gens arrivent, dont TCC Corp, entre autres. Euh, bon, de toute façon, j'ai laissé. C'était un cliffhanger. Salut Tomahawk! C'était un cliffhanger semaine dernière à cause de l'erreur sur la RAM, enfin sur l'allocation, sur cette fameuse variable qui était trop grosse pour pouvoir compiler le programme. Ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va faire un petit détour par une petite modification. Salut TCC Corp! Par une petite modification du script pour ceux qui veulent. Je vais vous montrer qu'on peut rajouter un outil supplémentaire pour avoir plus d'informations une fois que la synthèse est terminée. Donc ça, c'est une petite modif que moi j'ai faite euh, quand j'utilise Yosys et NextPNR parce que les journaux sont pas super explicites quant à l'utilisation des ressources du FPGA. Donc ça, c'est un petit détour. Je suis en train de rouler sur mon cahier, c'est super. Hop, etc. Sinon, en termes de news, TCC Corp avait commandé une nouvelle RAM. Bon, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière du fait qu'on peut remplacer les 8 mégas de SDRAM qui sont sur la Colorlight par une autre puce qui fournirait 32 mégas. De ce que j'ai vu, de ce que m'a dit TCC Corp, euh, apparemment ça pose des problèmes. Alors moi j'ai juste soudé la mienne. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça c'est le truc en cours. Voilà. Donc ça c'est la carte que j'ai modifiée. Donc je l'ai juste soudé ce matin. Je les ai reçus. Donc ça c'est le nouveau chip de 32 MB et ça c'est l'ancien. Et c'est arrivé assez sympathiquement dans une boîte comme ça. Donc on voit les puces qui sont dedans. Alors c'est super, c'est pas du tout un truc en plastique qui est fait pour être clipsé ensemble. Ça a l'air d'être un rack pour des composants TSSOP 86. Et puis le vendeur a utilisé, c'est clairement cassé, donc a utilisé des morceaux pour les sécuriser. TCC Corp qui dit c'est sûrement moi qui ai dû foirer quelque part. Franchement, pour l'instant, j'ai pas essayé. J'ai juste soudé la puce ce matin avec le maximum de flux. D'ailleurs, j'ai fait un truc que j'aurais dû faire il y a très 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 longtemps. Le fer à souder, ça fait des lustres que je l'ai réglé sur 360 degrés, ce qui marche la plupart du temps super bien. Euh, Par contre, je me suis rendu compte qu'en descendant à 320, ça évitait de surchauffer le flux et ça marche beaucoup mieux. Donc pour ceux qui soudent des petits composants et ce genre de choses, ouais, il faut faire gaffe à la température du fer parce que, euh, parce que ça joue vachement. Alors je sais pas, j'ai regardé à la loupe pour être sûr que mes soudures soient nickel. Et puis dès que le stream sera fini, ben, je vais... Alors comme la carte elle est pas du tout équipée, hein, j'ai juste branché les connecteurs et soudé les connecteurs. Mais il faut que... J'ai pas envie de démonter et de remonter à chaque fois. Donc je vais me refaire une sonde JTAG. Salut Triggy! Je vais me refaire une sonde JTAG que je vais mettre sur celle-là, ça sera la troisième, puisque ça c'est la carte du stream. Il y a une autre carte qui était ma carte historique sur laquelle je bidouille des trucs et j'essaye les trucs à l'avance. Et celle-là qui sera la victime de toutes les tortures possibles. Du coup, je vais l'équiper tout à l'heure et puis je vais vérifier. Après, il y a un truc qu'il faut savoir. Je sais pas si tu l'as fait, TCC Corp. Ah, ça a l'air physique ton problème. Donc si ça se trouve, c'est juste un problème de soudure ou de pont ou un truc comme ça. C'est vrai que les broches sont super proches l'une de l'autre. Euh, Faudra que je regarde si c'est pas physique. Je suis pas sûr que le support, alors le module qui est chargé dans l'ITEX qui est chargé de gérer la SDRAM. Salut Fixou, salut Pace par ici, Pace par ici. Jeu de mots? S'il y a un jeu de mots, je le comprends pas. Euh, ouais, je suis pas sûr que le module Lit SDRAM, il s'appelle, euh, que la puce qui est à l'intérieur, qui est donc que la puce utilisée par défaut sur la Color Light
qu'on utilise, je suis pas sûr que la nouvelle puce de marque ici soit compatible avec les timings et les paramètres de l'autre puce qui est dessus. C'est-à-dire que si t'as pas modifié le... Après, non, ça m'étonnerait parce que toi, t'as une surconsommation et en plus, ça t'empêche d'accéder au FPGA avec le JTAG. Donc moi, je pencherais pour un truc matériel. Mais quand même, je suis pas sûr qu'en utilisant le script de la Colorlight par défaut, la nouvelle SDRAM fonctionne. Il faut regarder la datasheet, s'il faut fouiller dans le truc. J'ai fait la modif, mais forcément, comme je n'avais pas encore soudé la puce, j'ai pas essayé. TCCT Corp qui dit j'ai commencé à regarder la datasheet et salut, j'arrive pas, Po, et bienvenue sur le chat. Et Tregui qui dit je me demande si je vais pas faire un petit circuit imprimé sur on soude un RPZ avec les emplacements pour mettre le pin header JTAG sur les 4 trous pour pouvoir visser. Je pense que ça existe, mais j'ai rien trouvé. Ah, directement sécuriser le JTAG, l'alimentation, le SDIO et tout le BINS sur la carte. Ouais. Je sais pas, je sais que Fixou avait dit aussi qu'il voulait, euh, qu'il voulait ben, plutôt que d'avoir des trucs qui flottent comme ça, d'utiliser un coin de la carte et sous la carte, il y a une zone où il n'y a pas de connecteur, pas de via, rien. Et, ben ça, on pourrait facilement mettre le RP 2040 à cet endroit-là, peut-être avec de l'adhésif double face ou le sécuriser d'une autre manière et faire partir directement les fils en dessous. Du coup, on se retrouve avec une carte comme ça, avec juste un connecteur USB-C de ce côté, et ça évite d'avoir une salade de câbles. Faire ces 3 volts, 5 volts. Voilà. Et un jumper, et Tregui qui dit un jumper pour sélectionner 3 volts, 5 volts aussi. Ouais. Il y a, ouais. Le problème, c'est que oui, en tant que plateforme de dev, du coup, ça te fait un truc complet euh, avec tout intégré, un peu comme les kits de dev qui existent sur le marché pour les cartes, les trucs plus chers. Ouais. Je vais peut-être en faire une aussi toute prête parce que là, c'est vrai que je me balade avec. Et encore, la version que vous avez ici, c'est c'est la version la plus propre, hein. L'autre, il y a encore plus Ah, j'ai oublié de. Voilà. L'autre, il y a encore plus de câbles parce que j'ai branché tout un tas de trucs, dont un connecteur USB. Fixou Lab qui dit je pourrais vous montrer des photos, mais pour l'instant, ce JTAG ne marche pas. Ah, problème sur TDO, je cherche. Bizarre. Le café est trop chaud. Ok. Du coup, on va parler de la petite. Avant d'attaquer le sujet de la RAM, on va parler de la petite modification que moi j'ai fait et qui, à la fois dans le script et dans les éléments ajoutés sur la machine. Terminal. Hop. Faut que je rajoute un jingle. Je regarde différents. Il y a Yves, Yorzian, qui a des jingles avec des applaudissements, etc. Faut que je regarde comment ça marche. Ça fait plusieurs fois de suite que je me dis que quand on bascule sur le terminal, ça serait pas mal d'avoir un petit son qui dit ça va être tout noir. Pour les, les gens qui connaissent. Monsieur Sébastien, bonjour et bienvenue. Du coup, la modif que je voulais vous faire, enfin, que j'ai pas faite sur cette machine-là et que, entre guillemets, je voulais vous faire faire, si vous avez envie, je vais reprendre juste mes notes qui sont quelque part. Et je sais plus comment s'appelle l'outil. Go. Voilà. Alors, l'idée, c'est de retourner dans le répertoire d'installation. Donc là, j'ai déjà lancé l'environnement LightX, etc. Mais bon, c'est pas un souci.
Euh, on avait... On reprend les variables d'environnement qu'on avait fait la dernière fois puisqu'on rajoute un élément. Donc notre cible, nous pour rappel, on installe tout dans un répertoire, un sous-répertoire ECP5 stuff du répertoire FPGA qui se trouve dans le répertoire de l'utilisateur courant. Tomahawk qui dit j'ai rien fait suite à un accident de taille haie. Oh, un accident qui sur toi? Parce que moi, le seul accident que j'ai fait avec un taille haie, plusieurs fois de suite, c'est couper le câble électrique du taillet en taillant une haie. Résultat des courses, j'ai réglé le problème. Ça arrive plus parce que j'ai dégagé les haies. Comme ça, c'est réglé. Donc, on avait créé un répertoire IO6 build avec les différents éléments qu'on avait compilés et installés. On va faire pareil. Je vais peut-être vous montrer d'abord. Ouais. Alors le truc qui me chipote et qui a initié doigt entaillé. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est plus grave que couper le câble. Le truc qui me chipotait quand je synthétise le bitstream pour la cible CP5 avec IO6 et NextPNR, c'est que j'avais aucune idée de l'espace occupé sur le FPGA. Parce que forcément, il y a un certain nombre de cellules logiques, d'éléments logiques sur le FPGA. En l'occurrence, avec un softcore RISC-V, VexRISC 5, celui qu'on utilise par défaut, c'est pas un souci. Par contre, dès qu'on essaye d'utiliser un SoC un peu plus gros, pas un SoC, un softcore un peu plus gros comme... comment il s'appelle? Zut! Celui qui... Enfin, un softcore PowerPC, bah, c'est trop gros et on a un message d'erreur. Et du coup, bah, on n'a aucune idée claire, facile à voir de combien effectivement d'éléments logiques on utilise à l'intérieur. Comparé à, par exemple, euh, je vais retourner dans mon répertoire Mi Stuff où j'ai d'autres cartes supportées, etc. Si par exemple on regarde euh, pour la carte QM-Text Artix 7, facile de taper au clavier, encore moins de souder. Bah ouais, j'imagine, oui. Et qu'on va dans le répertoire build qui, pour rappel, a un sous-répertoire du nom de la cible dans lequel on a un répertoire gateware pour tout ce qui concerne le FPGA et software pour tout ce qui concerne bah, le soft, hein, le BIOS, etc. Et là, cette carte-là, QMTech Artix 7, utilise un FPGA Xilinx. Du coup, par défaut, on utilise la suite proprio de Xilinx qui génère tout un tas de trucs comme ça. Donc il y a des tonnes de logs, des tonnes d'informations et de rapports pour chaque étape. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est le rapport. Alors, tous les RPT, c'est des rapports. Et c'est pas celui de timing, c'est. Il est où celui de. Là. C'est celui du placement. Donc, pour rappel, la synthèse pour un FPGA, on fait la synthèse, du coup ça nous donne tout le circuit logique, etc. Et ensuite on a le placement, c'est-à-dire que le soft va déterminer comment il va poser les éléments à l'intérieur de la mémoire du FPGA, et ensuite il va router, c'est-à-dire interconnecter tous les circuits ensemble. Et c'est ce qui prend du temps. Et du coup, bah, le rapport place, c'est le rapport qui montre comment s'est passé le placement. Et ce que je trouve vachement bien, voilà, c'est que Xilinx, l'horrible Vivado de Xilinx, oui, parce que c'est proprio, c'est énormément massif, ça met un temps monstrueux, et bien sûr, il y a des licences et ce genre de choses, et c'est lent, mais ça c'est normal. Par contre, le côté positif, voilà, c'est dans le RPT que vous avez à l'écran.
on a le nombre de luttes en tant qu'éléments, donc c'est les éléments logiques, en tant que mémoire, donc ça c'est les flip-flops, et en tant que logique, donc ça c'est juste c'est le truc qu'on a vu tout au début avec le flip-flop et les circuits logiques du type porte, etc. Et il nous indique clairement pourcentage utilisé. On utilise 22% des slice LUT. Alors chaque constructeur a son patois. Chez Altera, ils appellent ça des LE. Chez Xilinx, ils appellent ça des slice LUT, qui divisent ensuite en sous-éléments et compagnie. Par contre, ce qu'on voit clairement ici, c'est qu'on utilise 22%. Chose qu'on n'a pas avec, Yosys et NextPNR. Par contre, on peut avoir une sortie. Je vais retourner dans le répertoire où on a construit les trucs. FPGA, Yosys, machin. Yosys build. Le truc, c'est que ça sort un JSON. Et le JSON, comme vous le savez, c'est pas vraiment lisible par les humains. Enfin, pas les humains comme moi. Et du coup, bah, moi, ce que je voulais avoir, c'était exactement la même chose qu'on a vu là, une liste des éléments qui sont dans l'FPGA et avec un pourcentage d'utilisation. Et pour ça, Yosys sort une sortie JSON et quelqu'un a fait un outil qui s'appelle NextTime, qui, je vais vous le donner, qui est là, je vous le mets dans le chat. Donc ça, c'est un petit utilitaire qui va prendre le JSON de NextPNR et l'analyser et nous sortir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu pour Xilinx avec un pourcentage d'utilisation, etc. Histoire qu'on sache où on en est une fois qu'on a fini la synthèse et le routage. Du coup, il faut installer les sources de cet outil. Donc comme d'habitude, on clone. Hop. Le bidule s'appelle NextTime. Et bah, c'est du Go. Donc je vois qu'il a un makefile. Du coup, Go, comme d'habitude, hein, ça télécharge, ça fait tout seul, automatiquement, etc. Donc forcément, il faut un compilo Go, salut mémoire morte, sur la machine. Tu n'as pas des commandes de synthèse et de PNR qui génèrent des RPT d'utilisation? Si, il y en a, mais c'est pas super lisible. Justement, c'est ça le problème. Et on va le voir, il y a un rapport. Donc, on va finir ça. Donc là, on a construit NextTime. Donc, les binaires générés par Go, ce sont des binaires statiques. Du coup, on n'a pas de problème d'installation, etc. Et du coup, on recopie directement le binaire NextTime dans notre répertoire ECP Target Bin. Les rapports sont souvent imbattables. Imbitables, tu veux dire? Du coup, on peut retourner dans... Donc là, on a installé un NextTime, etc. Mi stuff color. Alors, à propos des rapports générés par Yosys, donc on a la construction de la semaine dernière qui est toujours dans Build, Color Light, Gateware, et on a le rapport. Et normalement, il y a un JSON qui se balade, qui est là. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là ou... non, ça c'est le JSON utilisé en interne. Et comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part directement sur le script Python ou je vous montre d'abord comment faire à quoi ça ressemble? En fait, on va faire ça. Si on regarde le fichier shell, salut Manon, qui est donc généré ce fichier bash ou shell de manière générale, j'ai jamais essayé sur un autre shell, tiens, est généré par Lightx et intègre toutes les commandes utilisées
C'est la fin du live où j'arrive au moment. Bah, t'as 20 minutes de retard, donc il reste encore 1h40. Donc Non, non, si je commence encore plus tôt, moi ça ira, il n'y a pas de souci, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui serait capable de se lever à 6h ou à 6h30. Euh, du coup, on a toutes les commandes, et celle qui nous intéresse, c'est celle-là, NextPNR ECP5, donc ça c'est placement et routage. Et du coup, on peut l'exécuter manuellement. Euh, je vais même le faire. Hop, si on copie-colle bêtement et qu'on exécute cette partie-là, bah, il fait exactement la même chose que quand on lance le script avec "-build". Donc là, ça va mettre un certain temps, ce qui me permet d'aller voir mes notes. 4. Et là, j'ai retrouvé. Donc on va l'interrompre parce que c'est pas rigolo, ça prend du temps. Et il y a une option spécifique de NextPNR de ECP5. Je ne sais pas si c'est valable pour tous les autres. Il suffit de rajouter un "-report" et on met un nom de rapport derrière pour avoir un rapport enfin, entre guillemets, normalement comme ce que génère Xilinx par exemple. Et si on lance la commande avec ça, on va obtenir le report.json, café, qui nous donnera des informations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des informations, mais en JSON. Donc c'est pas forcément drôle, et c'est là que NextTime est intéressant. Donc là, on le fait à la main. TCG pas pu répondre, tu interdis les chuchotements. J'ai interdit les chuchotements. Ah bon? Bon, je vais le noter. Parce qu'il y a plein de trucs dans la config que j'ai pas encore, que je maîtrise pas encore vraiment de Twitch, etc. Il y a TCC Corp, non, Gwenaël et FX qui sont mods. J'ai mis un temps fou à savoir comment ça se faisait, quoi. Ah, pardon, c'est TCC Corp qui a interdit les chuchotements. Voilà, donc là on a lancé placement routage avec le report en plus. Donc si on regarde, report, c'est super, c'est du JSON, etc. Par contre, on retrouve bien les informations, par exemple, si on regarde trellis FF, donc ça c'est les flip-flops, Aviable 24288, UZ 2746. Donc on a l'information en rajoutant cette option "-report", on a l'information. Par contre, c'est dans un JSON et c'est quasi illisible, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant avec NextTime, parce qu'on peut lancer NextTime next time-utile, et je crois qu'il faut juste mettre report.json. J'ai mis utile. Utile nexttime-utile sans E, et voilà. Du coup, en combinant l'option report de NextPNR plus en appelant derrière NextTime, on a. Alors, moi j'ai légèrement pour mon truc sur l'autre bécane de dev, les 0, machin, ça me plaisait pas. Et comme c'est du Go, c'est facile à changer, hein, c'est pas compliqué comme langage. Bah, j'ai fait un x100 et ça me donne des pourcentages, quoi. C'est juste une histoire de formatage. Mais maintenant, on voit l'utilisation. C'est vrai qu'un TADA à ce moment, ça serait super classe. Ouais, Emile, là c'est Rodriguez, mais c'est vrai qu'un jingle, ça serait sympa. Et du coup, bah attends, le TADA, il y en a un qui suit derrière. Donc là, alors le truc qui est un peu perturbant, c'est ça. Vous remarquez, alors trellis comb, c'est les éléments de logique combinatoire. Et les trellis FF, ce sont les flip-flops. Grosso modo, les flip-flops permettent de générer des registres, donc des mémoires à l'intérieur du FPGA. Et les éléments de logique combinatoire, c'est ce qu'on appelle les LUT.
qui sont des mini-circuits logiques configurables. Et on a la même quantité pour les deux, parce que dans les FPGA Lattice, et le CP5 en particulier, en fait, ils sont combinés. On a des luttes combinées avec des flip-flops. C'est ça l'élément logique. C'est les deux ensemble. Et du coup, on en a une quantité finie. Et il se trouve que sur les 24 288, il y en a 5700 et des bananes qui sont utilisées pour la logique combinatoire. Et il y en a 2746 qui sont utilisés comme flip-flop, donc comme mémoire, comme registre. Et bah, idéalement, il faudra encore modifier un peu plus loin le, le code Go pour avoir un total d'utilisation. Mais bon, ça nous suffit à voir. Voilà, on utilise 24% des, des éléments logiques en logique combinatoire et on utilise 11% des éléments logiques pour les flip-flops. Donc grosso modo, à ce stade, avec ce qu'on a, à savoir le Late Chaser, plus la console série, plus bien sûr le softcore, etc., on utilise grosso modo un tiers des capacités du FPGA. Et là, maintenant, on sait au fur et à mesure, on rajoutera des trucs comme un écran LCD, une sortie, la prise en charge de l'Ethernet, etc. On verra ces chiffres-là changer et on saura où on va. Il y a SinoCTRN qui dit bonjour, je comprends rien à ton titre et à ce qu'on voit à l'écran. Bah pour l'instant, c'est pas le titre. C'est jouer avec la mémoire, c'est un problème qu'on avait la semaine dernière. On ne pouvait pas utiliser la mémoire correctement sur notre SoC RISC-V. Par contre, là, c'est une aparté pour rajouter un élément de configuration, pour nous rajouter du confort dans la création de notre bitstream. Du coup, c'est bien, on a des commandes, mais on ne va pas chaque fois se baser sur le contenu du script shell qui est dans le répertoire généré par l'ITX, le laisser faire son travail, resynthétiser tout le bins et ensuite lancer next time. Ce qu'on veut, c'est directement avoir cette information-là dès qu'on fait un --build. Hop. Du coup, ben, c'est parfaitement possible de modifier notre script pour invoquer ces trucs-là. Alors pourquoi je dis que ça dépendra de ce que vous voulez faire, c'est que... Il y a un 7. Merci. C'est que vous êtes, c'est juste un élément de confort, c'est absolument pas quelque chose qui est obligatoire. Et surtout, ça dépend du fait que vous ayez installé Nexttime ou pas. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'une, on va rajouter directement le fait de générer le report .json. Salut 0x5642. On va le faire à chaque fois. Donc ça, on le fait ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre objet SOC avec le builder qui construit, qui lance la synthèse, le routage et la compilation des sources en C, on va rajouter notre petit grain de sel. Hop. C'est-à-dire qu'on va modifier les paramètres en ligne de commande de NextPNR directement depuis le script Python. Et ça, c'est très simple. Il suffit de rajouter une valeur. On rajoute... Alors ça se lit dans l'autre sens. Hein. Alors, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas, je suis une quiche en Python. Hein. Et tout ça, c'est bien sûr du Python. Du coup, on a les options NextPNR qui fait partie de la toolchain qu'on a instanciée, qui est décrite dans le module plateforme, qui est dans un sous-répertoire MyPlatform, et tout ça est de la classe SOC. Donc on rajoute, c'est juste on rajoute une option, et on le verra une fois qu'on va régénérer, etc. Tout ce qu'il fait, c'est rajouter ce texte dans le fichier du script shell qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, voilà. Ça, pour l'instant, c'est pas un problème si vous voulez pas utiliser Nexttime. C'est pas un souci. Il le fera de toute façon. Vous aurez le report.json mais ça ne changera rien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter une option qui nous permet d'avoir
les stats, parce que justement, on va pas le faire systématiquement. Stats, c'est un peu l'idée de l'avoir en générique. Hop, et comme j'ai pas envie de taper, grosse feignasse. Hop. Donc on rajoute une option. Tu t'aides de l'IA un peu pour tes travaux, de temps en temps pour les trucs qui sont massifs et difficiles à appréhender d'un coup. Par contre, c'est juste un outil supplémentaire. Je ne fais générer aucun code par de l'IA. Je lui demande des informations. C'est-à-dire que je lance un cloud. Par exemple, là, pour savoir comment intégrer ces options, parce que je m'y connais pas beaucoup en Python, effectivement, j'ai lancé un coup de Cloud Code dans le répertoire Colorlight en lui demandant, ouais, je veux intégrer une option directement dans mon script Python me permettant de modifier la ligne de commande de NextPNR. Puis voilà, le truc, il a ouvert des fichiers, il a fouillé, il m'a dit tiens, tu devrais regarder par là, je te propose ça comme modif. Alors, hors de question que je fasse directement un copier-coller. C'est comme un mini prof qui me donne des pistes. Et après, moi, je vais aller voir et je vais comprendre comment ça marche. Et je ne le fais que quand, quand j'ai pigé. Je ne laisse à aucun moment ce machin gérer le code par lui-même ou faire des modifs. Il faut que, sinon c'est pas la peine de faire dans l'informatique. Euh, Si c'est un bot qui t'écrit tout à ta place, euh, bah, t'as pas besoin t'as pas besoin de connaître quoi que ce soit. Tu copies-colles et c'est fini. L'intérêt de la partie plaisante d'en faire du code, etc., c'est de comprendre comment ça marche et de régler des problèmes. Donc oui, je m'en sers, mais pour avoir des pistes. Donc, on a rajouté une option "-stat". Du coup, on a automatiquement une variable qui arg.stat qui existe comme toutes les autres. Et du coup, là, c'est que après le build qui se passe ici, il va invoquer nextTime avec les mêmes paramètres qu'on a eu tout à l'heure en ligne de commande, en lui passant un tiret utile et le OS pass join builder gateway dir désigne directement le répertoire build, nom de la plateforme, gateway, et c'est là-dedans qu'on a notre report.json, histoire de ne pas avoir à mettre ça en dur, parce que forcément, si vous renommez votre fichier Colorlight, le fichier qu'on est en train d'éditer là, ou le nom de la plateforme, ça risque de changer, et du coup on utilise ce qui est généré. Et puis voilà. Du coup, maintenant, en principe, on a une option "-stat". Donc, si j'enlève le répertoire build dans lequel on a bidouillé des trucs, et que j'appelle mon Colorlight build et je sais plus si j'ai mis un S à stat ou pas. Oui, parce qu'on veut des stats, "-stat. Normalement, bah, il va faire le placement, synthèse, compilation, routage, etc. Il aura intégré notre option report.json et direct derrière, il est censé appeler nexttime pour qu'on ait directement les informations. C'est même encore mieux que d'autres plateformes proprio, je trouve, comme Xilinx ou comme Vivado ou Cartus de Altera, etc. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'aller fouiller dans le rapport ni même de se faire un outil pour faire du grep ou un truc comme ça et aller chercher les informations. On a directement un truc intelligible qui s'affiche. Après, l'information passe, vous venez de la voir passer dans la sortie, l'information elle est là, elle est affichée, mais voilà, l'idée c'est pas de faire un redirect ou un grep derrière avec des cuts dans tous les sens. Nexttime fait le boulot bien, il faut juste un compilo Go et puis voilà quoi. Donc là, c'est les différentes étapes de construction. Du coup, pendant que ça fait des choses, je vais aller voir combien on est. Et on est 32. Tiens, moins que bah, c'est un week-end de fête, je suppose que les gens font peut-être d'autres trucs. On est que 37 par rapport aux autres fois où c'est monté quand même à 50 voire 70.
Mais bon, voilà. Après, je cherche pas non plus la méga popularité, sinon je m'amuserais pas à faire ça le dimanche matin à 8 heures. C'est plus pour les gens motivés. Donc vous êtes démotivés. Et voilà, effectivement, donc quand on fait notre tir-build, maintenant on a directement les informations qui s'affichent. Donc ce build-là, bah voilà, on a utilisé ces éléments-là. Euh, Vous remarquez qu'à l'intérieur, il y a certains éléments. Sinon, tu ferais pas dans un... Ouais, jacuzzi ou une piscine à balles ou... Non, non, mais je pourrais me placer sur un créneau, par exemple, juste après FX, quand il stream. Je sais que lui, il stream généralement à 13 h le dimanche. Je pourrais enchaîner à 15 h, etc. Euh, Chacha Zeza qui dit bonjour, excusez-moi de m'être levé seul. Seul? Ah, sans nous? Oui, je pourrais me mettre à un autre créneau, mais le créneau qui porterait le mieux, ce serait de l'après-midi, qui porterait mieux, qui ferait que j'ai le plus de viewers et de followers, etc. Ce serait ouais, un dimanche après-midi ou le soir, tu vois, un samedi soir, quoique samedi soir peut-être pas. Mais en même temps, le but, c'est pas d'avoir une tonne de followers. D'ailleurs, pour ceux qui streament pas, au fur et à mesure des streams, il y a différents éléments comme le nombre de followers, le nombre de gens qui discutent sur le chat, etc., qui valident des points côté Twitch. Et une fois que tous ces points sont checkés, on peut devenir, je crois que c'est partenaire ou un truc comme ça. Grosso modo, c'est un joli nom pour dire maintenant vous pouvez monétiser votre chaîne, mettre des pubs, avoir des shears et des abonnements et ce genre de choses. Euh, Perso, je m'en tape. Je veux dire, j'ai un boulot, j'ai un salaire, c'est pas les 15 euros que ça va me rapporter en plus qui vont changer quoi que ce soit à ma vie. Et voilà, je suis pas. Moi, je diffuse ce que je fais. L'idée, c'est pas forcément ni de me faire de l'argent avec, ni de faire le business de Twitch, Amazon. Non, je veux dire, surtout que ça augmente la pub. Triggy dit. Affilié, oui, papa. Affilié puis partenaire. Du coup, non. Ça fait plaisir de voir que c'est actif. Ah, vous pouvez devenir affilié, machin bidule. Tu regardes ce que c'est. Et j'ai rien vu qui puisse apporter quelque chose au stream lui-même. Euh, donc, il n'y a pas de raison que vous dépensiez des sous. Il n'y a pas de raison que vous voyiez de la pub. Euh, voilà quoi. Je compte pas devenir Asmongold ou, ou ce genre de choses. Ok, du coup, premier problème réglé, donc il est 8h38, c'est bien au niveau du timing. Les Vanity Metrics, ça porte bien le nom. Ouais, si, et en plus, il y a un truc qui m'avait pas plu du tout. C'est que, ça, j'aimerais bien savoir comment les autres youtubeurs, les autres personnes qui streament, euh, le gèrent ou s'en foutent complètement. Mais j'ai surtout remarqué que dans les conditions d'utilisation, à partir du moment où tu es affilié, pendant 24 heures, t'as pas le droit de réutiliser la vidéo du stream sur une autre plateforme. Parce qu'elle est, entre guillemets, elle appartient temporairement à Twitch. Sauf que moi, dès que j'ai fini de streamer, ce que je fais, je récupère la vidéo, j'enlève les bouts qui servent plus ou moins à rien et je l'upload sur YouTube. Parce que les vidéos en replay ne restent pas plus de 60 jours sur Twitch. Du coup, histoire que voilà, ça soit encore que les gens qui veulent, ils puissent encore rattraper. Et apparemment, voilà, les conditions disent, bah maintenant que tu es affilié, pendant 24 heures, tu peux pas. Du coup, ça voudrait dire que je stream le dimanche matin et c'est que lundi matin que le replay est disponible sur YouTube. Je vois pas l'intérêt de, voilà, je vois le tort que ça me cause, le tort, j'exagère, la pénibilité du truc. Par contre, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc voilà, pas affilié, pas de pub, pas de cheers, pas de machin. Et puis c'est bien quoi. Les autres font en multi-stream et c'est la vidéo de YouTube qui reste sur YouTube. Ok, d'accord. Et je sais pas comment Emile il le fait, s'il le met illico ou s'il le met 24 heures après. Pour résoudre le problème, il te suffit de streamer le lendemain. Ouais. Ok. Donc, on va pouvoir revenir à nos moutons. Donc pour ceux qui veulent, je mettrai. Alors dans les notes qui sont dans le fichier de notes sur GitLab, il y a déjà
la partie concernant l'installation, la compilation et l'installation de Nexttime. Euh, Comme c'est une option stat, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour cette version du script Python, euh, là le colorstream.py aussi sur, GitLab, dans le dépôt de GitLab. Et puis voilà, après l'option "-stat" ne sera utilisable sans erreur que si Nexttime est installé. C'est pas la fin du monde quoi. Ok, donc on va revenir à ce qu'on avait la semaine dernière. On était arrivé à code 1 qui ne compile pas parce que, pour rappel, euh, voilà ce qu'on avait initialement. Si je fais ça, à savoir que mon buffer déclaré en statique et non initialisé qui se trouve au début du code, s'il est à 256 éléments, ça fonctionne sans problème. Alors, encore une fois, les histoires de permission sur le segment load, etc., c'est juste un warning, c'est pas grave et c'est normal. Donc là, on a effectivement eu notre démo.bin qui fonctionne tout bien, etc. Par contre, c'est bizarre, dès qu'on augmente la taille de cette variable-là, bah ça veut plus. Et du coup, bah, la carte elle-même, c'est pas trop la peine. On va lancer les textes termes comme la dernière fois en précisant notre binaire. Par contre là, le binaire il n'est pas au bon endroit. Zzz. Donc pour rappel, l'itext term-save, c'est obligé à cause du TTI-ACM qui a des délais qui sont un peu chelous. Et donc ça nous permet d'éviter les erreurs. Ça saute l'étape d'optimisation de la communication série. Et --kernel nous permet de préciser le binaire qu'on va passer au BIOS qui s'exécute sur notre SEC sur la carte. Hop. Si je fais reboot ou serial boot, on a le BIOS qui télécharge notre binaire, qui saute à l'adresse et qui s'exécute. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était que tous les éléments ne sont pas accessibles aux mêmes endroits sur la RAM, sur les RAM. On a une main RAM qui sont les 8 mégas de RAM qui sont sur la carte, physiquement. C'est la puce de SDRAM qu'avec TCC Corp on essaye de changer pour avoir 32. Et à l'intérieur du FPGA, on a aussi une SRAM qui a été configurée par Lightx de 8 kg. Donc on a 8 kg de SRAM et 8 mégas de main RAM physique. On voit que main, alors ça c'est des pointeurs sur les différents éléments qu'on a dans le code en C. Main, donc du code, il est à l'adresse 4000, donc clairement en main RAM, donc dans la puce SDRAM. Une constante, donc un truc en lecture seule, est aussi dans la main RAM, donc aussi sur la puce de SDRAM. Par contre, une data initialisée, elle est en SRAM, là. Et une variable initialisée à 0, donc typiquement une variable statique, hein, dans un code C, une variable entre guillemets globale, est toujours initialisée à 0. Pareil, elle est en SRAM. Et notre buffer qui est... on a aussi un buffer, je ne vais pas vous remontrer le code parce que je finis les explications. On déclare aussi un tableau à l'intérieur de la fonction main et celui-là trouve place dans la pile, la stack. Et cette pile, elle est aussi en SRAM. Du coup, on a tous les éléments qui sont dans la plupart des éléments qui se retrouvent en SRAM et pas du tout dans les 8 mégas de RAM. La raison pour laquelle ça se vautre, c'est parce que dès que on augmente la taille de cette variable-là et qu'on la fait passer à 25 000 entiers, int, donc de 4 bytes, pardon,
il n'y a pas la place dans la SRAM. Et c'est pour ça qu'on a le message d'erreur qui dit ah, bah, t'es gentil, la région SRAM, elle déborde de 94 000 octets. Du coup, pour savoir qu'est-ce qui fait quoi dans cette histoire, on va prendre le carnet et on va être obligé de parler de la partie un peu théorique. Top-down, carnet, hop. Voilà. Petit coup de café. Ça va être un... Chavdet qui dit ça va être un défi de faire de FPGA dans un jacuzzi. Ouais. Après, s'il n'y a rien dans le jacuzzi, si tu mets pas de flotte, ça marche. Ou alors, il faut mettre de l'huile minérale. Tu peux faire un jacuzzi avec de l'huile minérale qui n'est pas conducteur, du coup, ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ont déjà fait du C, qui se sont intéressés aux différents streams, d'ailleurs, que Emile avait fait sur l'organisation de la mémoire, etc., on représente généralement la mémoire utilisée par un programme sous la forme d'un bloc, comme ça. Juste que je repère jusqu'où ça s'arrête. Ouais, ça c'est un truc à savoir. L'eau déminéralisée, donc c'est juste du pur H2O. La plupart des gens ne le savent pas, mais le pur H2O, c'est pas du tout conducteur. Ce qui rend l'eau conductrice, j'allais dire les oligo-éléments. Non, c'est les ions qui sont à l'intérieur. Sinon, c'est pas conducteur. Donc là, on a le début de la mémoire, et là, on a la fin de la mémoire. Je mets exprès pas de chiffres et de choses comme ça dessus, parce qu'on reste dans le générique, et c'est indépendant de toute adresse et de tout machin. Normalement, ce qu'on vous dit, c'est que dans un bloc de mémoire d'un processus, d'un programme et ce genre de choses, ce bloc de mémoire commence par la section texte, qui est le code. Je vais mettre à côté. Suivi de hero data, qui sont les consts, au sens C du terme, à savoir hero read only data, c'est tout ce qui est présent dans le programme sous forme de données, un int en const, etc., qui est initialisé mais qui ne change pas. Et ensuite, on a les data, donc ça c'est les data initialisées, ce genre de choses, qui sont accessibles. Ensuite, on a une section particulière qui s'appelle BSS, dont je me souviens jamais l'acronyme, mais c'est BSS, j'ai toujours dit BSS. C'est là que prennent place les variables non initialisées. Initialisées à 0. Il faudra que je check. Et ensuite, on a le tas, donc heap. Et c'est là qu'il y a une subtilité. C'est que le tas, alors le tas, c'est ce qui est utilisé pour faire de l'allocation dynamique. Quand vous utilisez malloc, ça réserve un morceau sur le tas. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas une taille déterminée. Tous ces points-là, texte, herodata, data, BSS, n'ont pas une taille qui est block starting symbol. Merci Tregui pour BSS. Tous ces éléments-là ont une taille connue jusqu'à BSS lors de la compilation. Le compilateur sait quelle taille ça prend, l'éditeur de lien aussi, et donc voilà, on a des adresses fixes pour tout ça. Le tas, c'est différent, tas, heap, parce que c'est de l'allocation dynamique. Quand on lance malloc, on lui dit « Ouais, t'es gentil, je voudrais un morceau de mémoire, et tu me renvoies un pointeur pour ce truc-là. » Et je rentre pas dans les détails avec BRK, etc., sur comment ça fonctionne en interne, mais grosso modo, il n'y a pas de taille fixe pour le tas. C'est au fur et à mesure de l'utilisation de malloc et de free, où on alloue et désalloue de la mémoire. Il y a un truc qu'il faut absolument préciser, sur une plateforme embarquée de type microcontrôleur, Arduino, STM32, etc., sans OS, c'est le mal absolu de faire des malloc et des free. Parce que ce qui se passe, je peux décaler un petit peu pour faire un autre dessin en dessous. On va dire que ça va être notre tas. Je vais faire un malloc
de 256 octets. Hop, je fais un malloc parce que j'ai besoin de 256 octets. Ensuite, dans le reste du programme, il y a une autre fonction qui a aussi besoin d'un bloc de 32 octets. Donc je fais remalloc. Donc là, j'ai des morceaux du tas qui sont utilisés. Et ensuite, j'ai encore une autre fonction qui va utiliser 128 octets. Donc il y a un autre malloc. Donc là, malloc, malloc, malloc. Et ce malloc là, donc une variable que je vais appeler Toto par exemple, j'en ai plus besoin. Du coup, je fais un free. Et théoriquement, on va libérer cette mémoire, sauf que le tas, il est occupé par les 256 octets qui sont là, les 128 qui sont là. Si je refais un malloc derrière, en fonction de l'implémentation de malloc, si je fais un malloc de 16 octets, si c'est sur un OS ou un truc comme ça, un malloc un peu intelligent qui essaye de ne pas saccager la mémoire, il va se dire, ah, il fait un malloc de 16 octets, c'est bien, tu as libéré 32 octets avant, je vais en utiliser la moitié et je vais mettre le 16 là, et ça va rester libre. Du coup, si je fais un autre malloc de 16 octets, il va peut-être compléter. Les mallocs qui sont un peu plus bêtes, ou sur plateforme embarquée, ce genre de choses, où c'est plus difficile, on fait un malloc 16 à cet endroit-là, il ne cherche pas à comprendre. C'est où est-ce que je me suis arrêté la dernière fois? C'était là. Ok, je vais rajouter, je vais allouer 16 octets qui sont là. Et ça va fonctionner comme ça. Résultat des courses, si on veut libérer le tas, et c'est là que ça va être rigolo sur la phase d'après, c'est que si je veux libérer le tas, en fait, il faut que je fasse des free dans le bon ordre, ou du moins, il faut que je fasse tous les free, que je libère toute la mémoire. Et c'est là que ça devient super difficile en embarqué, microcontrôleur et compagnie, parce que déjà le malloc il est super neuneux et il fait effectivement les trucs à la queue leu. Donc ça fonctionne comme une pile. Hein, il faudrait dépiler les free, les malloc, les derniers malloc pour libérer la mémoire pour ça. Sinon ce qui se passe, les vieux qui connaissent et le mot a été lâché dans le chat, c'est ce qu'on appelle une fragmentation. Exactement la même chose que vous aviez à l'époque quand vous étiez sous DOS et qu'il fallait lancer des défrags dans les années 90 pour récupérer de la mémoire parce que l'allocation fonctionnait exactement de la même manière. Sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas de défrag qui existe, quoi. On ne peut pas tout mettre de côté et tout retasser en haut du tas. Et là où ça pose un énorme problème, c'est que déjà, la quantité... Alors je vous ai dit, hop, le tas, il n'a pas de taille fixe. Il va grossir et réduire en fonction des mallocs et des free. Ça veut dire qu'il va grossir dans ce sens-là. À partir de la fin de BSS, le tas augmente dans ce sens-là. Mais on a besoin d'un autre truc qui grossit et qui réduit. C'est la pile. Donc on a la stack. La stack qui, elle, fonctionne dans le sens inverse. C'est-à-dire que la stack est initialisée avec un pointeur particulier. Alors la stack, c'est ce qui est utilisé pour empiler des éléments. Par exemple, quand on appelle une fonction pour passer les aimants, revenir à la fonction qui a appelé l'autre fonction, etc. La stack est utilisée. On empile aussi des fois des choses dessus. À l'écran, on a vu tout à l'heure, on avait initialized buffer stack terme. Ça, là, c'est dans la SRAM et c'est initialisé sur la pile, sur la stack. Top down, hop. C'est-à-dire que quand on a quand on a alloué de la mémoire, quand on dit tiens j'ai une variable, un tableau de 64 int ou 64 bytes, à l'intérieur d'une fonction c'est alloué sur la pile. Ça veut dire que la pile elle fonctionne dans l'autre sens. Alors là il n'y a pas de malloc, mais si je déclare dans une fonction, dans la fonction main, comme on l'a fait dans le code là, 64 octets dans un tableau, en fait, le pointeur de stack va faire pareil que ce qui se passe avec le tas, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il va déplacer le pointeur jusqu'à là, et ensuite on a nos éléments, et on empile, on dépile.
Là où c'est super dangereux, alors la stack, on en a besoin, hein, c'est le seul moyen d'appeler des fonctions et des sous-routines et ce genre de choses, même en assembleur, même sur des plateformes du type 6510, 6502 et Z80. euh, Tu peux appeler des sous-routines, euh, des vraies sous-routines. Alors je me souviens plus des opcodes des MCU 8 bits de tête, mais grosso modo, il faut une pile, parce que sinon tu peux pas appeler de sous-routine, sinon le truc il sait pas où il doit revenir, parce que l'adresse d'où il est parti est empilée sur la pile. Et du coup, la stack, elle, en a toujours besoin pour dans l'embarquer, ce qu'on est en train de faire. Le tas, on évite. Parce que ce qui se passe, c'est que on fait plein de malloc. Et du coup, on a le tas qui grossit dans ce sens-là. On fait plein de sauts et d'allocations, de déclarations de variables à l'intérieur de fonctions, etc. On déplace le pointeur de pile dans ce sens-là. Et à un moment, ce qui se passe, si on n'a pas bien géré la mémoire, en particulier à cause de la fragmentation, puisqu'on n'arrive pas vraiment à contrôler la quantité de tas qu'on utilise, sauf à le faire à la main, euh, bah voilà, il y a les données qui sont empilées dans le tas, qui arrivent dans une zone qui est utilisée par la stack, ou l'inverse, la stack qui finit par écrire sur le tas, et là, bah, c'est le gros boom, quoi. Et le comportement du programme, ça peut être n'importe quoi, hein. Parce que si, par exemple, t'empiles, voilà, tu fais un appel à fonction. Du coup, il empile des trucs sur la pile. Dans la fonction que tu as appelée, tu fais un malloc. En fait, il va faire le malloc à l'endroit où il y avait les données sur la pile. La fonction quitte et il va regarder sur la pile. Ah, mais je suis parti d'où? Il va regarder sur la pile, sauf qu'il va pas trouver une adresse d'où il est parti. Il va trouver les données qui ont été faites par le malloc à l'entrée de la fonction qu'on a appelée. Et il va se dire, ah bah je retourne là, sauf que le là, bah, ça peut être n'importe où en mémoire, en fonction des données qu'on a mis, et ça part dans tous les sens. Et c'est précisément pour ça, et à cause des mallocs super simplistes qu'on a sur des microcontrôleurs, ou du moins dans des environnements de développement C pour microcontrôleurs, on n'a pas de défrag machin, du coup on évite carrément d'utiliser la malloc et ce genre de choses. Je vais regarder le chat parce que je suis parti dans une longue explication. Faut passer, il y a PFAS partout. PFAS partout. Ah, c'est un jeu de mots sur passe-partout. Qui dit faut passer un coup de râteau ou de grélinette pour aérer le tas. Oui, sauf que sur microcontrôleur, quand t'as pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de patates en CPU, voilà, tu vas pas commencer à dev un malloc super intelligent qui va te prendre une énorme place en mémoire et tu pourras et ce sera pénible quoi. Ah, il y a le chat qui défile trop vite. La stack en Rust embarqué, on la met à la fin de l'espace d'adresse, mais à peu près le début. Ça permet d'avoir une taille limitée et une exception en cas de dépassement, même sur un MCU sans AMU. Ok, c'est Triggy qui dit. La moindre JSR appelle la stack pour revenir. Ouais, sur Z80, c'est pareil. JSR, qui est donc l'opcode très certaine. Ouais, c'est Jump Subroutine. Pareil, t'empiles l'adresse de départ. Tu veux avoir mon geek? Salut. En ARM, pointeur de retour est un registre, on empile que si on veut pouvoir imbriquer des appels. Ok. Rogue One qui dit qui fait le malloc tombe dans le ravoc. Ouais. Après, on va quand même le faire, hein. Je veux dire, on devrait pas. T'arrêtes avec la pause. Euh, En 6502, la stack est circulaire. Oh. Donc il n'y a pas de problème. Enfin si, il y a quand même un problème, c'est que si t'empiles et que tu as un Stack Overflow, hein, le nom du site il n'est pas sorti de nulle part, hein. Ce qui se passe, c'est quand la pile déborde, ouais, mais il est circulaire, ça veut dire que si tu dépasses, tu reviens au début. Si tu empiles vers le bas aussi, en dépassant 100, tu retournes de l'autre côté. Bah oui. Ouais, bah, c'est le même problème. Mais du coup, ça collide pas avec la notion de tas. Donc pourquoi je vous parle de tous ces éléments-là? Je vais prendre d'autres couleurs. Parce que là, c'est pas du tout le problème qu'on a, hein. Le problème qu'on a à l'écran, c'est qu'on n'a pas assez de place en SRAM. Ben, ce qui se passe, c'est que sur un microcontrôleur, je vais décaler ça un peu par là, euh, en fait, on essaye d'économiser.
Euh, ce qui est pas tout à fait... Enfin si, c'est aussi vrai ici, mais c'est encore plus vrai sur un Arduino ou ce genre de choses. C'est qu'il y a des éléments que vous avez là-dedans qui sont sur microcontrôleur n'ont pas besoin d'être en RAM. Ils peuvent rester, entre guillemets, en ROM et être exécutés sur place. C'est le cas des Arduino. Après, Arduino, c'est spécial. Les AVR sur Arduino ont une architecture différente où la mémoire des données n'est pas la même mémoire que le code, ce qui n'est pas le cas avec d'autres microcontrôleurs, dont le Z80. Mais le fait est que parmi les données et les zones qui sont utilisées pour classer les informations, il y en a qui n'ont pas besoin de changer, donc elles peuvent être en ROM. Le code, il ne change pas, sauf si on veut jouer au kéké. Les données en lecture seule, elles ne changent pas. Ça veut dire que ces deux éléments-là, elles n'ont pas besoin d'être en RAM sur un microcontrôleur. Généralement, elles sont en flash ou plus sommairement en ROM du coup. Parce que une donnée en lecture seule, bah, il suffit d'aller à l'adresse où se trouve la ROM et ça marche très bien. Et le reste, les datas, donc ils peuvent changer. BSS qui sont initialisés à 0, bah, il faut forcément, on va y copier quelque chose à un moment. Le tas et la stack, ce sont des éléments qui changent. Ça ne peut pas être en ROM, quoi. Du coup, tout ce bloc-là, ça va en RAM. Et si on fait le rapprochement avec ce qu'on voit, c'est un petit peu décalé par là, check l'heure, il reste 1 heure, du coup il va falloir que j'accélère un peu. Si on revient sur le terminal, ça explique pourquoi on a cette division-là. On a une partie main qui est un bout de code et un truc qui est en lecture seule, raw data, qui se trouve dans une zone de la mémoire, qui commence à cette adresse-là, et tout ce qui est lecture-écriture se trouve à un autre endroit. Bien que dans ce cas-là, bien sûr, main RAM, c'est de la RAM, c'est la SD-RAM. Par contre, cette division existe parce que toutes les plateformes n'ont pas forcément de main RAM. Et l'ITX est générique. Donc si tu as une toute petite puce de RAM de rien du tout et pas 8 MB comme nous, ou voire pas de puce de RAM du tout sur la carte de développement, tu auras juste la SRAM et ça fonctionnera de la même manière. Je regarde le chat, du coup, tu écrases ça, j'ai déjà lu. Mémoire Nord qui dit mais les problèmes de stack restent dans la stack. Ouais. Et Chacha Zeza qui dit je connais pas du tout, mais Malloc suffirait de toujours lui demander la même taille. Oui, mais c'est pas. Bah, non, parce que si tu lui demandes toujours la même taille, tu te retrouves quand même avec le même problème. Top-down, je redécale. Euh, hop. Je vais le faire sur le côté. Ici, si tu as ton tas et ta loup, 16 octets, malloc, 16 octets, malloc, 16 octets, et puis celui-là, là, que tu as fait à un moment dans ton code, bah tu le free. Si le malloc, si la fonction malloc implémentée, elle n'est pas con, donc plus complexe une fonction malloc neuneu, effectivement, tu refais un malloc de 16, il va regarder où est-ce que j'ai encore de la place, et il va réallouer le 16 ici, donc ce sera plus libre, etc. Par contre, voilà, ce que tu rajoutes en complexité dans le code, tu le gagnes au niveau de la gestion du tas. Ce qui est absolument pas le cas. J'ai pas regardé l'implémentation du malloc de la picolib-c qui est utilisée par l'ITX pour le BIOS et le développement C. Faudra qu'on pourra regarder à un moment. Je suis pas sûr qu'il fonctionne comme ça. Généralement, ce qui se passe, tu as fait ton free de cette zone-là à un moment dans ton code, tu refais un malloc, il va le faire là. Hein. Parce que ici, tu as un registre ou une instruction, ça dépend des plateformes, qui dit c'est ici que je me suis arrêté sur le tas, j'augmente le tas de 16, et ainsi de suite, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste un pointeur à déplacer, il n'y a pas besoin de rescanner tout le tas pour savoir où est-ce que tu as un emplacement libre.
Tu vas overflow, mais tu fragmentes. Ouais. Donc la fragmentation reste, quoi. Et tu as toujours le problème de télescoper avec la pile. Hein, si tu, c'est pour ça que, normalement, non, il faut un OS derrière. Alors quand je dis OS, c'est pas forcément un Linux ou un truc comme ça. Quand je dis OS, ça peut être un petit OS en temps réel, du type FreeRTOS, Riot ou Zephyr, qui ont, eux, leur gestion aussi du tas, à eux avec leur malloc et leur free, quoi. Tu rajoutes à ça, en plus, si tu montes d'un cran au niveau OS et compagnie, en fonction des OS, que ce soit Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, les plus furieux, c'est OpenBSD, ils rajoutent encore plus de trucs dans les fonctions malloc et free pour vérifier qu'il n'y a pas de corruption mémoire, etc. Il y a ce qu'on appelle des canaries, à savoir des petites zones euh, qui sont des petites valeurs qui sont par exemple empilées sur la pile délibérément et qui sont checkées à intervalles réguliers pour voir si elles sont encore là ou si elles ont changé, parce que sinon ça veut dire que quelqu'un joue au con avec la stack. Tregui qui dit tu fragmentes pas tes données mais tu fragmentes ton espace disponible, donc ça complexifie quand même l'allocation pour retrouver un bloc free dans les trous. Bah oui, comme dit, ce que tu gagnes en, euh, en mémoire et en souplesse d'allocation, etc., tu le perds en code, en complexité et en lenteur. Et pourquoi je parle de OpenBSD? Parce que c'est réputé que le malloc d'OpenBSD, il est super bien, super sécurisé, il check la moitié de l'univers pour être sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas de corruption ou ce genre de choses. Par contre, il est beaucoup plus lent que les mallocs des autres. Après, c'est la philosophie d'OpenBSD. Hein. D'ailleurs, on l'a vu récemment, il y a eu une news qui est passée. euh, Ils ont décidé de désactiver sur les plateformes où il y avait plusieurs cœurs, dont des cœurs lents. Ils ont maintenant décidé de, par défaut, désactiver les cœurs lents parce qu'ils estiment qu'ils sont utilisés que pour des cas très spécifiques et que par défaut, il faut les désactiver parce que du coup, ça économise de l'énergie et ça comble un éventuel problème de sécurité aussi. Du coup, les mecs, voilà, c'est la même plateforme sur laquelle ils ont décidé que le multithreading était désactivé par défaut. Tu as un processeur 8 cœurs, 16 threads, tu installes un OpenBSD, il va utiliser que 8 threads, point barre. Parce que ça pose des problèmes de sécurité et les perfs ne valent pas pour eux le, le, le gain. Le gain en perf ne vaut pas la perte de sécurité en question. Et ça rejoint tout à fait ce genre de choses. Plus le malloc est compliqué, que ce soit en termes de sécurité ou d'optimisation, ben voilà, plus c'est complexe, plus c'est lent. Mais par contre, plus tu vas gérer ton tas de manière efficace. Ouais, OpenBSD, voilà, ils ont leur priorité, c'est pas les perfs. Hein. Mais moi mort qui dit le malloc d'OpenBSD, il stoppe les neutrinos qui auraient pu bitflip avant qu'ils arrivent. Ouais, il y a un firewall entre les neutrinos dans OpenBSD. Du coup, on revient à notre tableau. Et, et ouais, donc je suis toujours sur le top-down. Euh, une autre couleur. Violet. Euh, donc, en fait, ce que fait l'ITEX et le code, on sait qu'on a chargé le BIOS, etc. On n'a pas de ROM dans notre cas. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'adresse 40000, etc., à l'adresse de la main RAM, c'est l'adresse à laquelle on charge le programme. Du coup, effectivement, ce qu'on a vu quand on a démarré juste à l'instant, c'est que le BIOS a pris notre démo.bin, l'a téléchargé via le port série et l'a copié euh, à l'adresse ici, 0x4, et il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tweak, 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 tweak. Il a copié notre démo.bin à cette adresse-là. Bim. Bin. Du coup, ce qui explique effectivement que cet équivalent ROM, en fait, c'est notre main RAM dans lequel il a copié notre démo.bin.
Et ça explique pourquoi texte, le code, qui est dans demo.bin, et les données en lecture seule, qui sont aussi dans demo.bin, se retrouvent effectivement à cet endroit-là. La RAM, c'est les autres adresses. C'est ce qui se trouve à 0x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis j'ai pas les machins pour barrer. Et du coup, c'est ce qui est désigné par SRAM. Bim boum, ça va, je comprends les mots. Cool. Donc, voilà l'explication du pourquoi on a certaines choses qui se trouvent à cette adresse-là et pourquoi il y a d'autres choses qui se trouvent à cette adresse-là. Il est 9h10, ça m'étonnerait qu'on adresse le problème du tas et qu'on fasse une hérésie tout de suite. Et du coup, ça explique complètement pourquoi, par exemple, ce qui est alloué sur... Je vais revenir sur le code. Main.c. Fredo Baldo, salut et bienvenue dans le chat. Du coup, on revient sur notre code. Donc ça, c'est ce qui fait dépasser. Notre BSS buffer, donc c'est des données non initialisées qui sont sur le segment BSS. Et c'est notre problème. Top-down. C'est ça là. Ce truc-là, quand on passe le nombre d'int à 25 600, ce truc-là fait une taille qui dépasse de, il nous l'a dit tout à l'heure, terme de de 94 512 octets, c'est top-down, c'est ça qui est trop gros. Parce que du coup, ça arrive jusqu'à la fin, ça arrive jusqu'à la fin, et là c'est directement à la compilation. Ce bloc BSS là, il est genre plus grand quoi. Hein. Il descend machin, et donc le compilo se rend compte, t'es gentil, mais là il y a d'autres trucs qui télescopent, donc non, tu compiles pas ça. La question c'est, terme, hop, d'où sortent ces make clean. D'où sortent ces trucs et qu'est-ce qui fait que tel élément est mis à tel endroit. Je crois que c'était la semaine dernière quand on a fait notre premier Hello World, on a kidnappé le makefile du code de démo, donc ça, et on a aussi kidnappé l'éditeur, le script de l'éditeur de lien. Du coup, on va y jeter un œil. Parce que la manière dont un programme est compilé, c'est que le compilateur, à partir des sources, fabrique des objets, et ensuite l'éditeur de lien prend ces objets, les replace correctement, ajuste des éléments dedans pour créer un binaire qui lui est chargé et exécuté. Donc c'est le job de l'éditeur de lien de justement faire ces ajustements et de dire ça va là, ça va là, etc. Donc si on jette un coup d'œil au linker, au script linker.ld, on retrouve ce qu'on a sur notre schéma papier, à savoir texte, donc les sections, c'est les différents morceaux qui sont sur les dessins multicolores de tout à l'heure. On a le code, bonjour, le code il commence à cet endroit-là. On retrouve notre CRT0. Et d'ailleurs, le script s'assure que CRT0 est bien au début, parce que c'est lui qui chope la main au moment de l'exécution et qui fait tout le reste. Et on voit que ça va dans main RAM. Donc on retrouve les désignations. Ensuite, on a les données en lecture seule, qui vont aussi dans main RAM. Et ensuite, on a un truc bizarre. On a data, BSS, on n'a pas de tas déjà. Et d'une, il n'y a pas de tas. Et on a nos deux autres sections qui s'appellent Data et BSS. Data, il y a un truc bizarre, il dit pas ça va en SRAM, il dit SRAM at machin. Et c'est là où il y a une astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est la manière dont ça fonctionne, c'est que on utilise cette syntaxe-là dans l'éditeur de lien pour dire grosso modo les données
elles sont stockées à cet endroit-là, sur main RAM, ce qui est vrai, puisqu'elles sont dans le binaire qu'on envoie sur le port série au BIOS. Donc elles sont en main RAM au moment où on commence l'exécution de notre code. Et par contre, elles doivent être disponibles lors de l'exécution dans SRAM. Le AT qui est là signifie address to, ce qui se traduit donc grosso modo, les données qui doivent aller dans la SRAM, tu dois les récupérer dans main RAM. Et là, l'éditeur de lien, c'est OK, j'ai des données, et les données se trouvent là, mais il faut que je les transpose dans une autre mémoire qui est, elle, inscriptible. Rapport au ROM, RAM de tout à l'heure. Pareil, BSS, donc les données non initialisées, ou plutôt initialisées à 0, qui sont directement en SRAM. Ça rejoint notre problème de BSS, notre fameux tableau de 26 500. Il est là le problème. C'est ce truc-là qui dit ça doit aller en SRAM. Alors, forcément, on a envie de se dire, c'est facile, il suffit de remplacer ça par main RAM et puis YOLO, quoi. Sauf que c'est une demi-solution. Parce que ça ne règle pas le problème des données initialisées. Si je fais une variable globale que j'initialise avec 26 000 int, on a de nouveau le même problème. On aura bien la place en main RAM dans le binaire pour mettre les données. Par contre, il ne sera pas foutu de les mettre en SRAM pour les rendre en lecture-écriture. Parce que c'est ça le principe. Le binaire, lui, contient les données d'initialisation, mais dans la RAM au final, ça doit être modifiable. Du coup, avant de savoir pourquoi, parce que c'est bien de désigner des trucs comme ça, il n'y a pas... C'est comme dans les streams 10 000, il n'y a pas de magie. La magie, ça n'existe pas. C'est que des trucs physiques qui existent. Donc, juste mettre SRAM plus grand que main RAM ne fera pas que automatiquement, comme par magie, les données qui sont en main RAM finissent en SRAM. Il y a quelque chose dans le code qui fait que ça le fait. Avant de voir le truc pseudo-magique qui fait ça, vous vous demandez peut-être, ouais mais attends, t'es gentil, mais main RAM, SRAM, tout ça, ça sort d'où? Et en fait, les fichiers, les scripts de l'éditeur de lien fonctionnent à la manière de ce qu'on fait en C avec le préprocesseur. Du coup, on a des includes, on peut avoir des macros et ce genre de choses. Et ces noms viennent de ce include-là, include region.ld. Alors celui-là, output format, on ne va pas s'en occuper, mais c'est lié. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Vous remarquerez le generated. On a déjà vu ce nom quelque part. Generated. Et du coup, c'est bizarre, on aura un région généré. Il y a quelque chose qui génère un région.ld. Bah oui, il y a quelque chose qui génère un région.ld. Si on remonte d'un cran et qu'on va voir dans build, le nom de la cible, ce coup-ci, c'est pas du gateware, c'est du software. On a, dans le code en C, on avait fait des includes de différents headers pour avoir la console série, ce genre de choses, qui se trouvent dans include. Et c'est là qu'on a notre, generated. Et du coup, là se trouve le region.ld. Manon qui a ses bonnes références d'Alec. Generated. Surtout que j'aimais bien Doctor Who, maintenant moins, mais la période qui allait bien, ouais, j'étais fan. C'est vrai que ça peut aussi être un jingle. Enfin bref, notre région.ld, il sort de là. Et on retrouve un truc qu'on a généralement à l'intérieur de scripts de l'éditeur de lien, qui sont la désignation des différents blocs de mémoire qu'on a à l'intérieur. Et du coup, on a ROM origine. Alors ROM, c'est là où se trouve le BIOS au moment où on démarre la plateforme. Donc c'est la même chose que ce qu'on retrouve quand on fait même liste dans le BIOS. Hein. Ça vient de là. Et c'est comme ça
parce que, Lightx le génère. Si on change notre script Python, on va changer des choses ici. Si la bidouille qu'on va faire avec TCC Corp fonctionne, MainRAM ne fera absolument plus 8 mégas, mais 32 mégas. Et on va le dire au script Python qui va tout générer derrière, dont le fichier generated region.ld qui va modifier ça. Et ce sera du coup disponible dans notre linker.ld pour placer les différents éléments du binaire. Donc ça, c'est l'origine. On retrouve ROM, SRAM et MainRAM et CSR, dont on va toujours pas parler aujourd'hui parce qu'on va pas jouer avec des périphériques. Il y aura eu énormément de teasing sur le CSR. C'est une zone mémoire particulière. Du coup, on retourne dans MyCode 1, qui nous pose problème. Et pour rappel, on avait dit la semaine dernière que pour avoir notre binaire demo.bin, il nous fallait les objets main, qui vient de la compilation de main.c, et crt0, qui est donc le C runtime 0. C'est le premier élément qui est exécuté quand on appelle un programme en C, ou quand on exécute un programme en C. La question c'est, alors déjà d'une, il est écrit en assembleur, pas en C, parce que forcément c'est le runtime C, donc il doit mettre en place le décor pour pouvoir exécuter le C. Et il est quelque part dans la config software de Lightx. Sauf que si on veut faire des choses avec, puisque ça ne nous va pas, il va falloir le modifier. Et là la question c'est, mais ouais, mais t'es gentil, mais il est où? Bah c'est pas compliqué, on va demander à find. Hein. Donc find, une fois, deux fois, trois fois, ok, find, name, crt0.s, puisque c'est de l'assembleur. Ah bah, il y en a beaucoup, du coup. Ça a l'air intéressant. Tiens, là, il y a toute une tripotée de CRT0 qui sont dans l'arborescence. Comme par hasard, dans le répertoire principal de Lightx, Lightx SOC, Core, CPU, le nom de CPU. Alors nous, on est là, puisqu'on utilise ça par défaut, et crt0.s. Bah, on va le copier. Hein. Remarquez quand même que le crt.0.s, il est spécifique à chaque CPU, y compris une déclinaison comme celle-là, SMP pour le multiprocesseur RISC-V. Hop, du coup, CP, ça, ici. Voilà, maintenant, il est à nous. Puis, on va jeter un œil. Hein. Qu'est-ce que c'est le crt.0.s qui est donc exécuté, qui fait le boulot pour notre code en C. Excusez-moi. Juste jeter un coup d'œil au stream 73. Voilà. En fait, ouais, non, j'allais dire que je devrais commencer à 9h, il y aura plus de monde. Ben non, parce que sinon je marche sur les plates-bandes à mémoire morte. Du coup, forcément, c'est de l'assembleur RISC-V parce que le Vex RISC-V, c'est un RISC-V. L'assembleur, le CRT.0 de Minerva, non, Microwatt, voilà, je me souviens du softcore PowerPC, il aura une autre tronche et en assembleur PowerPC. OpenRISC, on l'a vu la semaine dernière, quand on a exécuté, quand on a fait notre SOC, hop, en 2 temps, 3 mouvements, on a changé le softcore de RISC-V à OpenRISC. OpenRISC, c'est encore un autre assembleur et donc un autre CRT.0. Celui qui nous intéresse là, c'est uniquement celui-là. Et ça peut faire peur, l'assembleur, mais c'est pas aussi compliqué qu'on pense. Surtout avec des petits trucs ou des CRT0 comme ça. C'est exécuté comme du C, dans l'ordre. D'ailleurs, le C n'est qu'une version plus facile à digérer de l'assembleur. C'est rien de plus. Ça s'exécute dans l'ordre. Ça, c'est ce qu'on appelle des labels. Alors, il y a des jumps, des machins comme ça. D'ailleurs, on en a un là. Du coup, le programme, il commence là, à start. Le processeur arrive là-dessus et on lui dit J CRT init. Ah, du coup, je jump. Alors, tout ça, on ignore. Ça, c'est les vecteurs d'interruption, etc. On verra ça
à un autre moment, on suit le flux jump CRT init. D'accord? Je jump à CRT init. Et là, on a déjà un premier truc très intéressant. Le premier truc qu'il fait à CRT init, c'est qu'il initialise le registre SP, SP pour stack pointer, avec un symbole qui s'appelle fstack. Ok? Donc fstack doit contenir quelque part l'adresse à laquelle j'ai plus assez de couleurs, du brun. Du coup, là, notre fin, ça semble être un truc qui s'appelle fstack. Pour que la machine sache, ok, j'initialise le début de la stack à cet endroit-là, tout en haut, ou ça dépend dans quel sens on imagine la mémoire, tout en haut ou tout en bas. J'aime pas le côté haut ou bas, parce que, comme dirait Perceval, en fonction dans quel sens t'es tourné, il y a tout qui change. Du coup, on revient sur le terminal. Donc, cette partie-là, il initialise la pile, notre stack pointer. On va sauter sur les autres trucs parce que c'est lié aux trap entry qui sont là. Ensuite, on a un data init. Et ce que fait le data init, je vais aller plus vite parce qu'on se rapproche de 10 heures. Data init, c'est justement le truc qui nous pose problème. Enfin, nous pose problème, pas vraiment. Ça fonctionne tant qu'on n'a pas besoin de plus de mémoire qu'est prévu au départ. Cette routine, data init, va initialiser, alors en RISC-V A0, A1, A2, je crois jusqu'à A7, ce sont les registres internes du processeur. C'est comme ça qu'on fait de l'assembleur, on met des choses dans des registres et on appelle un opcode où on teste et ce genre de choses. Là en l'occurrence, parce que c'est pas un cours d'assembleur RISC-V, on initialise avec encore une fois des symboles, fdata, edata et fdata raw, et on part dans une boucle. Et ce que fait cette boucle, c'est qu'elle va justement top down. Ce que fait ce morceau d'assembleur, c'est justement copier ça concerne ce truc-là. Hein. Ça va copier ce qui se trouve dans le demo.bin, les données qui servent à initialiser, qui se trouvent en main RAM là actuellement, et qui se trouvent dans le demo.bin qui est chargé en SRAM. Il va les prendre et il va littéralement les copier ici dans la SRAM. Ah, on voit pas mon doigt. Dans la SRAM. Ce bout d'assembleur fait que on initialise les variables avec ce qui se trouve dans le binaire et qui est utilisé dans l'exécutable. Et là, ça nous permet de revenir à linker.ld. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de truc miraculeux et que cette syntaxe-là ne fait pas tout, là, c'est juste l'éditeur de lien qui on précise. Les données qui sont stockées à cet endroit-là vont être utilisées à cet endroit-là. Par contre, c'est le code assembleur du CRT.0 qui fait la copie, qui copie les données de main RAM vers SRAM pour pouvoir être utilisées. Il n'y a pas de magie. Ce qui nous amène justement à notre point intéressant, on va quand même finir le CRT.0. Le CRT.0, une fois qu'il a fait cette copie, hop, donc ça, c'est la copie. Il faut aussi s'occuper du BSS, les variables non initialisées, le bloc qui nous pose problème. Il n'y a pas de déplacement en mémoire ou quoi que ce soit, étant donné que BSS, ce sont des données non initialisées ou initialisées à 0. Tout ce qu'il faut, c'est les mettre à 0. Et c'est exactement ce que fait cette routine-là, toujours dans une boucle. D'ailleurs, on le voit, hein, 0. Il prend toute la zone qui sera à l'exécution les données initialisées à 0 et il les met à 0. C'est cette routine-là qui est exécutée avant votre code C qui fait que quand vous déclarez un
int toto égale, non, int toto tout court, ou un int toto égale 0 en variable globale, elle est effectivement à 0. C'est, encore une fois, c'est pas un truc miraculeux, la mémoire elle est à 0, ouais bon c'est comme ça, c'est la vie. Non, 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 non. Il y a un petit bout de code en assembleur qui est exécuté avant votre code en C, qui met ça à 0 à votre place. Et ensuite, il call main. Donc là, on a la structure complète du CRT.0. Il fait tout le boulot de nettoyage, il initialise tous les trucs, il copie les données, il efface, il passe un coup d'éponge et tout le bins. Et juste après, il appelle main. Et ce main que vous avez dans ce bout d'assembleur là, c'est littéralement ça. J'aimerais quand même arriver à régler le problème avant qu'on finisse. Donc là, je suis peut-être allé un peu vite. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Parce que c'est le silence complet sur le chat. Je regarde, on est 61, donc ok, d'histoire de stack et d'assembleur, on a perdu 10 personnes. Bon. Yep. Ça va. Ok. Du coup, il y avait une petite inconnue dans le CRT.0. C'est bien là, le fstack. Ok, on a dit que c'était le début de la pile. Kines, salut, bienvenue sur le chat. Oui, c'est clair, super. Alors tout ça, ça s'appelle des symboles, hein. On a fstack, d'où qui sort. Fdata, d'où qui sort. Edata, d'où qui sort. Fdata rom, pareil, on sait pas ce que c'est. Pour être sûr que les gens écoutent, fais des vannes. Si les gens disent lol, c'est qu'ils écoutent. Ouais, sauf si c'est une vanne pas drôle. Tout va bien, l'assembleur c'est mon jacuzzi, ok. Newvian, Neivian, bienvenue sur le chat. Je suis en plein dans ces fichiers pour mon projet, donc ça va, nickel. Du coup, la question c'est d'où viennent ces symboles? C'est bien, encore une fois, il n'y a pas de magie, il n'y a rien qui sort de nulle part. Ce coup-ci, c'est dans le sens inverse. Le CRT, il sort pas ses informations de nulle part, il sort ses informations du script de l'éditeur de lien. Je vous rappelle que c'est l'éditeur de lien qui fait justement tous ces petits ajustements, qui recolle les trucs ensemble qui sont en vrac. Il faut imaginer le démo.bin comme un package IKEA que vous recevez, et il y a la notice, et le linker, lui, il sait comment assembler le meuble IKEA, et qu'est-ce qui va où, avec quelle vis, et tout le bins. Et bien sûr, il ne fait pas ça n'importe comment, il le fait en fonction du script. Ça, vous avez le linker.ld, bah, c'est la notice IKEA en fait. Juste pour... Mais on s'en fout de proportion de femmes. Ce sont des gens intéressés par le développement FPGA, que ce soit des femmes, des hommes, des trans, des écureuils, des poulpes. On s'en fout complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cerveaux, pas le corps. Je comprends pas tout, mais j'avoue, ça me semble cohérent. Tant mieux. Deux. Donc, on se demandait d'où ça sortait. Et en fait, tous ces trucs sont dans le fichier du linker. Fdata, bah tiens, voilà le Fdata. On recopie des éléments de Fdata vers la SRAM. Donc, Fdata marque le début de la section data et Edata marque la fin de la section data. Ah, FBSS, le truc qu'on avait dans le CRT.0, et EBSS, on a aussi end, etc. Et on a tout le machin. Ah bah, fstack, il est là, et qui dit clairement provide fstack, c'est-à-dire que le linker fournit un symbole qui s'appelle fstack, dont l'origine est en début de la SRAM. Il faudra s'en souvenir au bon moment, plus la taille de la SRAM. Et hop, top-down, ce qui vient de dire là, sur cette simple ligne, la stack, fstack, donc ce qui va dans le registre SP, le stack pointer, à l'initialisation du programme, c'est à l'adresse de la SRAM, qui est ici, hein, l'adresse de la SRAM, plus la taille de la SRAM, ça nous donne fstack. Du coup, sachant que la taille, hop, terme, la taille de la SRAM et la longueur de la SRAM, c'est ce qui se trouve dans le région qu'on a vu tout à l'heure.
Tiens, merde, ça me concerne pas, je suis décérébré ou par anésie, c'est unicellulaire. Si, unicellulaire, ça va aussi du moment que ça arrive à réfléchir. Aujourd'hui, nous recevons les FPGA, fait là, nous sommes en direct, présentez-vous. What? Succinctement. Internet me répondra plus tard. Je sais pas ce que c'est le FPGA, mais ça a l'air super bien foutu. Bah, je peux te le dire, c'est succinctement, un FPGA, c'est un composant logique programmable. Si tu connais un petit peu le milieu de l'électronique, imagine une platine à essai, donc une breadboard, sur laquelle tu mets plein de transistors et tu peux tirer des fils entre les différents transistors qui sont sur la platine à essai. Tu prends ça, t'en fais un terrain de foot, tellement la platine à essai elle est grande, tu la miniaturises à la taille d'une pièce d'une puce, et c'est un FPGA. Du coup, c'est une platine à essai énorme, et du coup, avec cette platine à essai énorme et plein de transistors, bah, tu peux faire n'importe quel circuit intégré, dont un processeur, et c'est ce que nous on utilise pour faire notre propre microcontrôleur, et là on parle de la partie où on développe pour. Tinkerview, jeu de mots avec Linkerview. Tinkerview. Ok. 36. Du coup, les symboles ne sortent pas de nulle part. On a pareil, provide, donc le linker, les machin, l'éditeur de lien, faut que j'arrête de dire machin. Pareil, le symbole fdata rom, en fait, c'est l'adresse de chargement de data. Et data, il est là. Du coup, là, on décrit complètement la mémoire et on fournit à tout ce qui suit derrière le CRT et le CRT0, l'assembleur et même le code en C. Ces symboles existent dans notre programme. Euh, L'éditeur de lien fournit tous ces symboles à la suite derrière qui justement permettent d'utiliser et d'orchestrer la mémoire et au CRT.0 de tout bien moduler ensemble pour passer la main aussi. Dr Click 69, bienvenue sur le chat, bonjour à tous, ça ressemble pas mal à Arduino. Ben, en fait, ça ressemble à n'importe quelle plateforme MCU. Hein. Notre FPGA, à l'intérieur, il y a un SoC RISC-V ou un microcontrôleur si tu veux RISC-V. Les logiques sont les mêmes, que ce soit du STM32, de l'ESP32 ou de l'Arduino, à savoir les AVR. Quoi. Euh, c'est pas un émulateur d'Arduino, on va dire un simulateur. C'est ce qui fait la dérange, parce qu'on n'émule pas. C'est pas le circuit logique qui est à l'intérieur du FPGA se comporte exactement comme du matériel. C'est pas une émulation, donc c'est plus une simulation. La granularité ne va pas jusqu'au transistor, mais voilà, porte logique. Alors ça, pour ça, les histoires de porte logique, etc., faut regarder le tout premier stream où je fais un topo bref sur les portes logiques, les transistors, etc. On peut dire que c'est une bibliothèque. Mémoire mort, c'est un peu comme dire ce métamorphe ressemble pas mal à Pikachu, c'est un métamorphe. Je suis pas du tout dans Pokémon. Du tout. Donc ça doit être drôle, mais je comprends pas. Du coup, on a allez, 15 minutes pour, si on se donne de la marge, pour régler ce problème-là. On a tous les éléments. Le, le truc que nous... Alors comment amener ça? Ça là, on n'en a pas besoin. Puisque top-down, up, puisque nous, on charge tout le démo.bin dans mainRAM, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de s'amuser à avoir des éléments dans SRAM? Tous ces trucs-là peuvent rester là si maintenant on oublie cette partie-là et que l'intégrité de l'image qui est dans DemoBin trouve place en mémoire, qui est en lecture-écriture, puisque c'est de la SDRAM. Il n'y a aucune raison de devoir copier des trucs de la main RAM en SRAM et compagnie. Data peut rester au même endroit. Il n'y a pas besoin de les copier. Et BSS peut être initialisé à 0 là où il se trouve aussi. Du coup, toute la partie copie. Hop, je vous laisse discuter dedans. Je vais revenir sur le terme et sur
le CRT.S. Du coup, pour initialiser nos données, on n'a pas du tout, mais du tout, besoin de faire une copie. Du coup, ce morceau-là, il ne nous sert à rien, on n'a pas besoin de copier d'un côté à l'autre. Et puis BSS, BSS, il initialise des trucs à zéro, mais il n'y a pas de notion de données d'origine. Il va faire son boulot de mettre des trucs à zéro en SRAM, parce que on a dit que FBSS c'était le début de la section BSS, et EBSS c'est la fin. Mais si ces symboles changent et pointent vers des adresses dans la SDRAM et pas en SRAM, pardon, j'ai perdu le fil. Si ces symboles désignent non pas des trucs en SRAM, mais dans MainRAM, du coup, c'est la seule modif qu'on a besoin de faire à notre CRT. On évite la copie et on désigne d'autres endroits. Les autres endroits à désigner, hop, ça se passe dans le script du linker et hop. Je vais être sûr d'avoir les faits et pas avoir un truc Bonaldi qui part en sucette. Ouais. Du coup, texte, ok, il est en main RAM. Hero data, il est en main RAM. Ça, on n'a plus besoin de faire la copie. Donc, data se trouveront automatiquement en main RAM, puisqu'ils y sont déjà à la base. Et BSS, t'es gentil, mais BSS, c'est pas en SRAM. BSS, c'est en main RAM aussi. Et d'une. Par contre, on doit s'occuper d'un autre problème. C'est que tout en à la fin, alors ces deux lignes-là, c'est pas un souci puisque fdatarom et machin sont utilisés pour et edatarom, c'est le début et la fin des données en lecture seule qui sont copiées en SRAM, etc. Comme on a supprimé le bout de code qui fait la copie dans le CRT.0, salut Widge, ça peut rester là, mais c'est pas utile. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on va pas s'amuser à avoir une stack en SRAM et le reste en main RAM. Du coup, on peut aussi changer ça, histoire de top-down, d'avoir exactement la même chose qu'ici, sauf que, hop, il n'y a plus de SRAM, on n'en a pas besoin. Du coup, on va faire ça comme ça. Tout le bloc là est copié par le terminal et le BIOS en main RAM à cette adresse. Ça veut dire que le fstack, il n'est plus à la fin de la SRAM. Le fstack doit se trouver à la fin de la main RAM. Donc, toujours à la fin, fstack doit correspondre à ça, la fin de ça. Du coup, c'est facile, parce que c'est déjà des symboles qui existent, qui viennent de région.ld. Du coup, c'est absolument pas main RAM, SRAM. Non, c'est main RAM, de la longueur, encore une fois, comme précédemment, de pas de SRAM, mais de main RAM. Donc, si ça marche, ce qu'on veut faire avec TCC Corp, à savoir changer les 8 mégas de SDRAM par 32 mégas de SDRAM, on n'aura rien besoin de changer là-dedans non plus, puisque les scripts Lightx vont générer un autre région.ld qui aura, et la main RAM aura une taille différente, et notre stack se retrouvera de toute façon à la fin de la main RAM. Juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autres trucs. Non, ça ce sera ce qu'on fera la prochaine fois. Donc là, on devrait être tout bon. Make clean. Donc, ok. Donc là, on a notre CRT.0 44. Ouais, non, je vais pas commencer. Je vais juste faire une micro-parenthèse. Vous remarquerez, je l'ai dit plusieurs fois, le CRT.0.S, 1 c'est de l'assembleur, 2 c'est spécifique au processeur. Si on change de processeur,
ça ne marchera plus. Même pour un autre RISC-V, il y a d'énormes chances que ça parte en sucette. Ce qui veut dire que très certainement la semaine prochaine, on va faire ça beaucoup plus joli et on va modifier notre makefile de manière à avoir dans notre répertoire plusieurs CRT.0 en fonction du processeur utilisé, ce qui nous permettra de switcher d'un softcore à un autre. Du coup, normalement, on croise les doigts. Oh, c'est marrant. Attends, mais ah bah oui, hein, mon buffer dans BSF, il fait toujours 25 600 et puis maintenant, bah, on n'a plus l'erreur. C'est intéressant ça. Bah du coup, bah, comme on n'a plus l'erreur, bah, je vais lancer l'ITEX terminal, on va voir si ça marche, si mon binaire il fonctionne. Ouais, ça c'est le truc classique. Alors je vais faire un truc horrible, je vais couper l'alimentation et je vais la rebrancher. Voilà. Et ça marche pas non plus parce que le truc est bloqué. Euh... Barbare. Ouais, en plus, sachant qu'en plus ça va pas marché parce que quand tu fais ça, bah ça sort pas le terminal de son blocage. Du coup, j'ai un peu fait mon Bonaldi. T'es gentil de. Merci. Du coup, Tmux. Non, pas. J'avais prévu Tmux stream. Hé, hé. Voilà, du coup, en haut, en bas, on a notre litex terme. Quoi? J'adore les messages d'erreur de Python. C'est OS safe, machin, non-block, could not open port. Ah non, c'est moi qui fais n'importe quoi. J'ai mis reset là. Voilà. ACM0. Pardon. Désolé, je débranche, je rebranche. Voilà. Merci. Désolé du cafouillage. Donc, on a bien notre terminal safe, machin, kernel. On charge notre démo.bin comme tout à l'heure. Et ici, on remonte d'un cran et on reflash simplement slash color tiret 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 load. Et tada! Donc, comme avant, le BIOS a chargé notre binaire, etc. Sauf que, d'une, la compilation a marché, et de deux, on réaffiche les informations, et ce coup-ci, absolument toutes les données se trouvent effectivement dans des adresses qui correspondent à la main RAM. Donc maintenant, notre programme en C peut utiliser les 8 mégas de SDRAM qui sont sur la carte sans le moindre problème. On n'utilise plus du tout la SRAM, puisqu'on n'en avait pas besoin à l'origine, et à notre disposition se trouve maintenant 8 mégas de SDRAM. Que dire de plus si ce n'est que... Ah si, c'est intéressant, parce que maintenant que tout est dans le même espace et dans la main RAM à cette adresse, on voit clairement que, le code, c'est des toutes petites adresses, hein. Le code est à F8 la fonction main se trouve à F8 octets du début de la main RAM et le initializer buffer stack, c'est le tableau qu'on déclare à l'intérieur de la fonction main. Ben, en fait, il est alloué sur la stack et effectivement, il se trouve à cet endroit-là qui est tout à la fin. Donc là, c'est le tout début de la main RAM. Ça, c'est presque toute la fin de la main RAM. Remarquez que là, on a 8 mégas. Et ça, cette FFEF0, c'est là où se trouve un truc qui est initialisé sur la stack. Donc on est littéralement tout au bord de la fin de la main RAM.
Donc, problème réglé, on peut utiliser toute la RAM, enfin toute la RAM, les 8 mégas en entier. Et si avec TCC Corp, on arrive à changer la RAM sans que ça pose problème, on aura 32 megs de RAM. Et après, ça c'est pour nous, j'allais dire, et du coup, non, et du coup, rien du tout. Ça veut dire que nos programmes pourront aussi utiliser 32 mégas de RAM. Ce qu'on vient de faire en éditant le script de l'éditeur de liens et en modifiant le CRT.0, c'est un truc purement soft. Si on va plus tard avec les cartes bidouillées avec 32 megs de RAM jusqu'à avoir un Linux dessus, bien sûr, c'est ce que fait ce que font les premières phases de boot de Linux, c'est initialiser la RAM et pas utiliser du tout la SRAM. Du coup, ça impacte pas ce qu'on vient de faire là n'impacte pas le fait qu'on puisse ou pas exécuter Linux sur la plateforme. Du coup, ben on a notre Rodriguez. On va encore faire un petit coup juste pour le fun. Rebooter, recharger et réinitialiser et revoir les mêmes adresses. Ouais, le port série était en vrac parce que j'aurais pas dû débrancher et rebrancher le RP2040. Il y a eu un stream pour la présentation système et un topo pour ceux qui connaissent pas le système. Oui, alors c'est encore dans les replays. D'ailleurs, c'est les seuls replays qui restent maintenant sur Twitch. Donc aujourd'hui c'est le 6e épisode, je crois. Donc si tu peux remonter du début. Dans la description de ma chaîne Twitch, tu as un lien vers la chaîne YouTube sur laquelle il y a une playlist avec toutes les vidéos. Et Chavenet vient de poster le lien de la vidéo YouTube. Il y a eu juste un cafouillage. C'est qu'il y a 2 ou 3 streams de ça. Il y avait Mémoire Morte qui streamait pas. Du coup, j'avais toute liberté de pousser mon stream au-delà d'un délai raisonnable. Du coup, le stream a fini en 3h30. Et il y a 50% du stream de 3h30 qui est des trucs qui n'ont rien à voir avec l'objet du truc. Donc, sans doute cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, on peut chapitrer une vidéo. Ben, je vais la chapitrer, histoire qu'on puisse sauter les parties où ça diverge et ça parle de biscuits, de Bretagne et de machin comme ça, histoire que ça soit lisible quand même. J'ai vraiment pas envie de faire un director's cut de la vidéo et de me palucher du montage vidéo. Mais voilà, pour répondre à la question, le lien YouTube, Chavenet l'a passé. TCC Corp qui dit waouh, je prends le waouh comme étant le fait d'avoir les bonnes adresses au bon endroit. La changer c'est fait, mais ça marche pas. Ouais, il suffit pas de la changer. Nian Van qui dit 8 mégas bytes, pas bits, hein, c'est 8 mégas bytes de RAM, ça fait rêver quand tu te bats avec 512K. Ouais, ça fait rêver quand tu te bats avec tu battais à l'époque sur Arduino. Je crois que... Non, c'était les Attini 2313 ou les Attini 13, Attini 15. Il y avait 128 octets. 128 octets de RAM. Et t'avais même pas. C'était les trucs, je crois que c'est les Attini 15, que tu pouvais même pas programmer en C. T'étais obligé de faire de l'assembleur, tellement il n'y avait pas de RAM. Et encore, tu dis quand tu te bats avec 512K, je rappelle juste que les gens qui avaient des Commodore 64, des Apple II et des machins comme ça, ouais, à l'époque, on se battait avec 60K, si pas moins, quoi. Hein. Non, c'est sympa. Je sais pas si c'est- Ah, pardon. Ray Berus. Yo, vous parlez des Pardon. Euh, Bam. Direct. Faut un modérateur. Ouais, mais je l'ai pas vu tout de suite, mais que ça soit clair, pour tout ce qui est truc comme ça, je vais appliquer la méthode Asmongold. Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je banne. Faut un modérateur, faut virer Ray, c'est fait. Ray Berus, c'est fait. Bah, Chavenet, Mémoire Morte, bon, je pense que de toute façon, Tomahawk, je peux passer. En fait, parmi tous ceux qui sont là, qui étaient là depuis le début et que je croise aussi sur d'autres streams, Fixoulab et Emile
et Mémoire Morte, je pense qu'il y a une grosse partie que je vais passer. Je vais juste tous vous passer en modé, quoi. En modo. À dégager, merci pour le ban. Ok, du coup, on a vu ce qu'on voulait voir. On a débloqué la situation, on arrive à utiliser toute la RAM. Ben, je suis content, je suis arrivé à tenir le timing que je voulais. Et on a 5 minutes pour basculer sur, sur le stream de Mémoire Morte. Et puis moi, je vais ranger mes feutres. Ah. D'ailleurs, l'horrible griffonnage, ça va devenir la vignette de la vidéo. De la pub, ne me mets pas en modo, surtout pas moi. Qu'est-ce que tu veux faire de catastrophique? Non, je vais regarder qui c'est qui est, enfin les noms que je connais depuis longtemps. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pénible quand il y a des boulets comme ça, quoi. Que ça soit ça ou des gens qui cherchent des soucis ou. Je sais pas, ça doit sûrement porter un nom des mecs qui débarquent sur des chans pour racoler. Je sais pas. Ouais, en fait, c'est pas trop tant la méthode Asmongold que je vais appliquer que la méthode GCU Squad. C'est. Ça serait rigolo ça de devoir prouver que vous êtes sous Linux ou un OS propre euh, pour pouvoir suivre le, le stream. Le logo d'Ombrella sur l'étagère. Ah, ça, c'est un truc. 56. C'est pas un logo, c'est un porte-carte. Euh, Effectivement, Umbrella Corporation. Et quelque part. Est-ce que c'est là en dessous? En fait, j'ai des stickers parce que je joue avec les. Non, Windows 11, ça passe pas, non. Je joue avec des smart cards. Où est-ce que c'est? Là. C'est aussi un de mes dadas, c'est de faire mumuse avec des cartes à puce. Et je me suis dit, ça serait. J'ai vu, je suis tombé par hasard sur des stickers sur AliExpress, Umbrella Corporation, etc., avec, que tu peux coller sur une carte à puce. Et je me suis dit, ça serait délirant d'avoir une carte à puce Umbrella Corporation sur en plus un porte-carte Umbrella Corporation. Parce que j'ai joué juste une ou deux fois à Resident Evil. J'adore le premier film, mais mais ouais, j'aime bien le Evil Corp, le côté Evil Corp de Umbrella Corporation qui hésite pas le moindre instant à faire un truc absolument horrible du moment qu'ils avancent dans ce qu'ils veulent faire. Je suis sur la GLF OS. C'est quoi GLF OS? J'ai fait le 4, c'est tout. Ah, le jeu? Ouais. Bon, après, moi, je suis plus attiré, et pour moi, que ça soit tout à fait clair, hein, en termes de movie, de film, il y a Resident Evil tout court. Tout ce qui a suivi derrière, non. Par contre, le premier, euh, j'adore. Je le regarde régulièrement. C'est pas un truc que tu regardes pour avoir des grandes réflexions philosophiques, etc. Ça, c'est clair. Mais l'ambiance dans le film est vraiment sympa. Et le côté, la Reine Rouge, l'intelligence artificielle, j'aime bien aussi. C'est un truc qu'il faudrait que je regarde de coller derrière mon Home Assistant, d'avoir une reine rouge, mais qui essaye pas de me tuer ou qui des fois que je devienne zombie. Est-ce que vous savez si Mémoire Morte est déjà online? Parce qu'il reste 2 minutes. Hop. Gaming Linux France. Oui. Basé sur une distri Nix, test des jeux dessus et Vulkan. Ah ouais, le seul truc que j'ai fait comme ça, je joue plus beaucoup, je jouais là, il y a une PS4 là-bas qui est posée, qui n'a pas été démarrée, mais depuis. J'ai emménagé ici en 2019, donc elle n'a pas démarré depuis 3 ans. Et le dernier truc que j'ai joué, c'était World of Warcraft sur un serveur local qui tournait sur une vieille bécane à l'étage. Bah du coup, merci d'avoir suivi le stream. Bon week-end à tous et bonne continuation chez Mémoire Morte. Et donc, raid.